So, Oskar Wörle. Es geht wiederst. Dans la première partie de cette vidéo consacrée à la vie de l'écrivain Oskar Wörle, nous avons vu que c'était quelqu'un qui n'aimait pas l'autorité, antimilitariste, attaché à l'Alsace et qui était du genre à ne pas rester trop longtemps au même endroit. Nous l'avions alors laissé en 1920 sur les bords du Bodensee, à un moment où il semblait bien qu'il avait trouvé l'endroit où il allait pouvoir poser ses valises définitivement, le 18. Hussenstraße à Konstanz. Comme nous l'avions dit, il fonda deux maisons d'édition, la Oskar Wörle Verlag et la See Verlag, le tout avec en plus une librairie d'art. Cette librairie devint un lieu d'attraction pour des peintres et des écrivains restés célèbres en Allemagne, Wörle les accueillant et soutenant même les jeunes artistes qui venaient s'installer sur les bords du lac. La façade de sa maison fut entièrement repeinte par le peintre Hans Reinlinger. L'initiative ne laissa d'ailleurs pas le voisinage indifférent, mais l'œuvre est toujours visible de nos jours. Ces maisons d'édition devinrent une adresse de choix pour les publications marquées politiquement à gauche, comme celle de l'écrivain anarchiste Erich Mühsam ou le poète Arno Nadel. Il fit traduire en allemand des œuvres d'autres écrivains étrangers de gauche, à savoir les écrits de l'américaine Kate Crane et du danois Martin Andersen Nexø. Il ne fit pas que publier des œuvres orientées à gauche. Il publia également le livre Tevas du natif de Strasbourg Eduard Rheinacker, qui fut même illustré par des gravures de Benno Egert. Dans son catalogue de publications apparaissent également les traductions en allemand des œuvres de Paul Verlaine, de l'américain Jack London ou encore du hongrois Zoltán Nagy. Le poète, pas le footballeur. Tout semble aller pour le mieux pour Oskar Wörle. Ben en fait, non. Après une période certes prospère où Wörle dépensa sans compter pour ses auteurs, la dévaluation record de la monnaie allemande de 1923 rendit la situation de ses entreprises désastreuse. Pour ne rien arranger, on lui diagnostique le diabète en 1924 et en 1925, il est obligé de déclarer la faillite de ses maisons d'édition et de sa librairie. Mais la faillite n'arriva pas à rembourser ses créances et même la vente en 1926 de sa maison du 18. Hussenstraße, de sa bibliothèque, de ses tableaux et de ses articles ménagers aux enchères ne parvinrent pas à effacer toutes ses dettes et il dut désormais fuir ses créanciers. Mais il ne fuya pas trop loin. Il trouva alors refuge chez sa sœur et son beau-frère à Stuttgart, avant de s'installer dans la banlieue de Berlin en 1928. Il est alors embauché comme rédacteur au journal social-démocrate Vorwärts, mais exerça également en parallèle la profession de représentant de librairie, écrivit des articles de magazines et des scripts d'émissions radio. Mais même ça ne parvint pas à améliorer sa situation financière. Ich habe in den letzten 4 Jahren zu tun gehabt, meine Familie vor der gröbsten Hunger zu schützen. Ein Unternehmen, bei dem der größte Teil der meiner Frau verbliebenen Einrichtung mit draufging. Wir häusen jetzt in einem Ort, eine halbe Bahnstunde von Berlin ab, in einer Wohnlaube. Ich weiß nicht, ob du diese Sorte von Brettenbehausungen kennst. Am Gesamtumfang so groß wie dein Bad mit Lokus zusammen und so primitiv, dass sogar die Vereinigten Gerichtsvollzieher Deutschlands nichts zum Abschleppen finden werden. En 1929, il réédite son Das Bumserbuch, et cette fois sans la censure militaire, sous le nom de Querschläger, Auszeichnung eines Kanoniers, mais également un roman de critique sociale, Das Rattennest, mais il fallut attendre 1932 pour que Wörle renoue avec le succès critique lorsqu'il fit publier son roman historique Jan Hus, Der letzte Tag, qui raconte les derniers jours de la vie de Jan Hus, réformateur religieux tchèque qui a fini sur le bûcher accusé d'hérésie et où Wörle brosse un tableau de la société du XVIe siècle. Ah, vous vous demandez certainement pourquoi Oskar Wörle s'est intéressé à l'histoire de Jan Hus. Sans aucun doute par simple curiosité. Mais il s'y est très certainement intéressé à partir du moment où il s'est installé à Konstanz. La rue où il vivait s'appelait Hussenstraße, justement en référence à Jan Hus. Ce réformateur critique de l'Église catholique, telle qu'elle était au XVIe siècle, préconisait un retour à la spiritualité et à la pauvreté, critiquant de manière virulente l'achat des indulgences et militait également pour une plus grande place des Tchèques dans la vie universitaire de Prague. Il fut accusé d'hérésie et tenta de s'expliquer au concile de l'Église catholique qui se tenait alors à Konstanz. Mais en fait d'explication, le concile lui fit passer un procès qui le déclara coupable d'hérésie et il fut brûlé vif à Konstanz le 6 juillet 1415. Le livre de Wörle fut un succès, mais l'évolution de la situation politique allemande avec l'arrivée des nazis au pouvoir n'arrangea pas sa situation.
Son livre Querschläger fit partie des livres brûlés lors des autodafés du 10 mai 1933 et qui étaient considérés par les nazis comme contraires à l'esprit allemand. Informé par des amis qu'il allait être arrêté et déporté, il décida de fuir en France. Il se rendit alors à pied de Berlin à la ville de Lörrach. Mais il fut obligé de prendre le train pour franchir la frontière suisse. Une fois arrivé à la gare de Bâle, il assomma le douanier allemand qui lui demandait ses papiers et sauta par la fenêtre du train pour fuir dans la ville de Bâle avant de passer la frontière franco-suisse et se retrouver à Saint-Louis. Il n'y resta pas longtemps et s'établit à Strasbourg, où il se fit embaucher comme emballeur par la société Euter, entreprise spécialisée dans la confection de produits pour la pâtisserie. Il profita de son séjour en Alsace pour écrire des poèmes qu'il compila dans son livre Die Schiltigheimer Ernte, publié en 1934. Mais il n'en restait pas moins un travailleur sans papier et finit par être expulsé par les autorités. Il en profita alors pour se rendre à Prague, car depuis son livre Jan Hus, der letzte Tag, fut traduit en tchèque et il connut un grand succès dans ce qui fut alors la Tchécoslovaquie, où le personnage historique de Jan Hus était resté célèbre, ayant même son jour férié le 6 février, jour anniversaire de sa mort à Konstanz. Son livre décrocha même le prix littéraire de Tchécoslovaquie. Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement tchécoslovaque l'avait alors invité à se rendre à Prague pour y travailler sur une suite de son livre, doté d'une bourse de 10 000 couronnes qu'il ne pouvait cependant dépenser qu'en Tchécoslovaquie. Par contre, je n'ai pas trouvé de trace de cette fameuse suite intitulée Die Prager Handschrift. Aucune idée de s'il a été achevé, édité, ou s'il est resté confidentiel ou tout simplement inachevé. Cependant, Wörle, outre le fait qu'il commençait à avoir le mal du pays, se retrouvait à nouveau ruiné. En 1937, ses amis obtinrent pour lui des autorités allemandes l'autorisation de revenir en Allemagne sans avoir à être inquiété pour ses opinions politiques passées et il put s'installer à Freiburg im Breisgau. Mais ce retour est à double tranchant. Sa situation est très précaire. Il n'a plus aucun revenu et ne peut que compter sur la bonne parole des autorités du Troisième Reich pour sa présence sur le sol allemand. Il doit donc donner des gages de bonne volonté sans se trahir lui-même, tout en s'adaptant aux exigences de la politique culturelle du parti nazi. Son sujet de prédilection devint alors la Heimat, le pays natal. En 1940, il obtient le prix Erwin von Steinbach qui récompense les artistes mettant en avant la culture alémanique en Alsace, en Suisse, dans le Pays de Bade, le Württemberg et la Souabe bavaroise et confirma ainsi sa nouvelle orientation éditoriale. La même année, l'Alsace ayant été annexée de fait au Troisième Reich, il en profita pour déménager avec son épouse et sa fille une fois de plus et retourna à Saint-Louis avant d'opter finalement pour un logement situé à Brunstadt dans la banlieue de Mulhouse, dans le voisinage de son ami le peintre Robert Breitweiser. Durant la période de l'annexion, de tout ce qu'il a écrit, que ce soit ses poèmes, ses livres, ses pièces de théâtre ou ses pièces écrites pour des diffusions à la radio, il y en a 3 qui sortent du lot. La pièce de théâtre Cactus und Hand, son recueil Das Ungaubuch Elsässische Geschichte et enfin Das Elsass, ein Hymnus, qui est un livre illustré qu'il mit tant de temps à finaliser qu'après plusieurs rappels, son éditeur l'avait menacé de résilier son contrat. Ce fut également son dernier livre. En fait, le diabète de Wörle s'était aggravé et l'obligeait à se rendre à l'hôpital de Mulhouse de plus en plus souvent et il dut même être amputé d'un orteil. Arriva l'année 1944. Le mois de novembre vit la libération de la partie sud de l'Alsace qui devient un champ de bataille. Pour fuir les combats, comme beaucoup d'habitants de Saint-Louis et de Huningue, il partit se réfugier en Suisse. Mais il ne souhaita pas rester sur place et retourna en Allemagne, à Konstanz, où il continua d'être hospitalisé. Il y reprit même ses émissions à la radio jusqu'en 1945, même après l'arrivée des troupes françaises à Konstanz. Cependant, il fut suspecté et dut abandonner son travail, même s'il n'est pas plus inquiété que ça par les autorités françaises qui occupent le sud du Pays de Bade. Il part alors s'installer au sanatorium de Glotterbach pour continuer à y être soigné. Mais son diabète s'aggrava encore début 1946, nécessitant l'amputation d'une jambe. Il n'arriva pas à se remettre de l'opération et décéda le 31 janvier 1946. Voilà, c'était Oskar Wörle. Un Alsacien méconnu, plus si méconnu que ça à présent. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire sur lui, et pourtant il n'a aucune rue à son nom. Mais après tout, est-ce que ce n'est pas mieux comme ça? C'était un vagabond de corps et d'esprit, un anticonformiste dans l'âme que l'autorité injuste exaspérait, ne s'y pliant que si vraiment il n'avait plus d'autre choix. Cet écrivain, philosophe de la vie de tous les jours, était aussi un Alsacien dans l'âme et il l'a prouvé plus d'une fois, retournant en Alsace autant de fois que l'occasion pouvait se présenter, et il avait atteint la célébrité, apportant sa contribution à la littérature allemande et alsacienne.
Mais il a fini par tomber dans l'oubli des deux côtés du Rhin. Ce n'est qu'en 1988, dans la revue de la Société d'histoire d'Uningue et de sa région, que Guillaume Platt a fait sortir Oscar Verlet de l'oubli. Si vous voulez en savoir plus sur l'œuvre d'Oscar Verlet, je ne peux que vous conseiller de lire ses livres. Son Badalmous est celui qui est resté le plus facile à trouver, et reste son livre le plus célèbre. Voici. Mais il y a également ses deux autres livres phares que sont Jan Hus, Der letzter Tag et Bumserpur, même si ce dernier est plus difficile à trouver en France. Et si la lecture de l'allemand met ses œuvres hors de portée, sachez qu'il y a une très bonne traduction qui a été faite de Baldamous en 2017. La voici. Alors attention, ce n'est pas un placement de produit, ce ne sont jamais que des conseils de lecture. En attendant, j'espère que ces vidéos vous auront plu. N'oubliez pas de partager la vidéo au plus grand nombre, de cliquer sur le pleuurt d'humain, le pouce bleu, et de laisser vos impressions en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, blieb gesund, salut pissom, und bis nächste Mal. In den nächsten leuchten Sterne, so königlich daher. In den nächsten leuchten die Ferne, wie ein Wunderland daher. Alle Straßen, die mich zwangen, tags in ihre Linien ein, sind in Silber aufgegangen, und ein Glanzlicht hüllt sie ein. 100.000 liebe Stimmen haben zart sich aufgetan. Auch in mir fängt leis ein Singen, fängt leis ein Verstehen an. Und ich lausche hingegeben, lausche leidend bunden still, spüre, wie mein armes Leben heim in seine Gründe will.